n'a jamais rêvé d'être immensément riche? 22 million dollars in 3 fucking hours! 2 million dollars! Ne mens pas, on y a tous déjà pensé. Mais la vraie question, c'est comment on y arrive. Et aujourd'hui, on va parler d'un mec qui a répondu à cette question avec 50 $, une voiture et un culot monstre. Comment une entreprise fondée dans le coffre d'une voiture avec 50 $ en poche devient un empire à 51 milliards de dollars. Et surtout, comment elle a pu rester la marque préférée des gens qui se battent pour la justice sociale, tout en faisant fabriquer ses chaussures dans des conditions que même eux dénonceraient. Et c'est le grand mystère de Nike. Et on va le résoudre ensemble. Alors déjà, tu regardais tes pieds. Est-ce que tu vois une virgule dessus? Et si oui, et statistiquement, t'as une grande chance d'en avoir une, tu fais partie de ce club qui compte 1,2 milliard de membres. Des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont dépensé entre 80 et 350 € pour une paire de chaussures, pour se coller une virgule sur le pied, une virgule, pas un roman ni une œuvre d'art complexe, une virgule blanche sur une chaussure. Et cette virgule-là, elle est reconnue par 97% de la population mondiale. Pour te situer l'ampleur, elle est plus connue que la croix chrétienne. Et si on reprend les chiffres, ça signifie globalement que le signe Nike est plus connu que Jésus. Je répète, le signe Nike est plus reconnu que Jésus. C'est improbable. Enfin, c'est dit sur des forums un peu chelous, donc il faut vraiment prendre ça au second degré. Et je te dis pas que c'est bien ou mal, moi je trouve ça fascinant et un tout petit peu flippant. Bon, maintenant je vais te décrire une image. Un stade, 60 000 personnes debout, la lumière des projecteurs qui découpe la nuit, sur la piste, un athlète, corps parfait, foulée parfaite, et sur ses pieds, une virgule blanche. Dans cette image, tout est émotion, tout est dépassement, tout parle de quelque chose de grand. Just do it. À mon humble avis, il n'y a pas de plus grand slogan connu sur Terre que celui-là. Pas de logo plus reconnaissable que cette virgule, et pas de marques qui ont réussi aussi profondément que Nike. Ils ont fusionné quelque chose qui ressemble à une valeur humaine. L'effort, la persévérance et le dépassement de soi. Nike ne vend pas des chaussures, Nike vend une idée de toi-même. Et cette idée-là, elle est extrêmement bien construite. Mais aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe derrière, et ensemble, on va aller lever cette virgule. Pour que tu comprennes l'échelle de ce que je suis en train de parler, Nike, en 2024, c'est 51 milliards de dollars annuels. C'est plus que le PIB de certains pays. 80 000 employés directs, une présence dans 190 pays, et si tu comptes les ouvriers sous-traitants en Asie, les gens dont les mains assemblent concrètement les chaussures, on arrive à peu près 1 million de personnes qui travaillent de près ou de loin avec Nike. 1 million de personnes pour une seule virgule. Phil Knight, le fondateur, a démarré cette aventure avec 50 $ prêtés par son père et une idée griffonnée pendant un cours de MBA à Stanford. 50 $ à 51 milliards. Si quelqu'un t'avait dit ça en 64, je pense que tu l'aurais pas cru. Et c'est une erreur, mais rassure-toi, tout le monde serait tombé dedans. Mais voilà ce qu'on t'a jamais dit dans les documentaires inspirants de Nike. Parce que les chemins entre 50 $ et 51 milliards sont pavés de décisions qui méritent qu'on s'y arrête. Des moments où t'as Nike qui regarde la ligne rouge à surtout pas dépasser, droit dans les yeux, et la dépasse quand même. Parfois avec élégance et même parfois qu'une brutalité nette. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Donc mets-toi à l'aise, prends un truc à bouffer et accroche-toi. Portland, Oregon, 1962. Phil Knight a 24 ans, il sort d'un cours de MBA à Stanford avec une idée qui ressemble encore plus à une intuition qu'à un vrai plan. Sa conviction, les chaussures sportives japonaises sont techniquement supérieures aux produits américains et coûtent beaucoup moins cher à produire. Si quelqu'un réussit à les importer aux États-Unis avant tout le monde, il s'empare d'un marché entier. C'est une bonne idée, pas révolutionnaire, mais bonne. Le problème, c'est que Phil n'a pas d'argent, pas de réseau, pas d'expérience commerciale internationale. Et il débarque dans un Japon sans contact, sans rendez-vous, juste avec ses couilles et son courage. Et avec ça, il se présente au bureau d'Onitsuka Tiger, avec une histoire à moitié inventée sur une société américaine qui n'existe pas encore. Pour vous dire, Onitsuka Tiger, c'est un fabricant de chaussures basé à Kobe, connu au Japon, quasi inconnu aux États-Unis. Il dit qu'il représente une entreprise appelée Blue Ribbon Sport. Et cette entreprise, à ce moment précis, n'existe absolument pas. Pas de bureau, pas d'employés, pas de compte bancaire, absolument rien. Blue Ribbon Sport, c'est 50 $, Phil Knight, et une audace qui frise l'inconscience. Nice. Est-ce que toi t'aurais les couilles de faire ça? Parce que moi mon pote, jamais de la vie. Est-ce que t'aurais traversé l'océan Pacifique pour te présenter devant des exécutifs japonais avec une entreprise complètement inventée toute pièce, avec la ferme conviction que ton audace et ta paire de baloches feront l'affaire? Et t'inquiète, je pense que tout le monde dirait non. Mais Phil Knight, lui, il l'a fait quand même. Et tu veux savoir un truc? Son plan farfelu, il a marché. Les dirigeants de Onitsuka Tiger l'écoutent. Ils regardent cet américain gesticuler dans tous les sens avec conviction et lui accordent la distribution exclusive de ses chaussures dans l'ouest de l'Amérique. Premier coup de théâtre, premier coup de génie. Ou premier coup de bluff monumental réussi, selon le point de vue de tout le monde. Mais bon, Phil doit rentrer aux États-Unis avec un contrat en poche. Il s'associe avec Bill Bowerman, son ancien entraîneur d'athlétisme à l'université d'Oregon. Et Bill, c'est le genre de personnage que Hollywood aurait inventé s'il n'existait pas. C'est un pur produit américain obsessionnel, perfectionniste. C'est le genre de mec qui allait prendre les chaussures de ses athlètes pour les démonter pour voir c'était composé de quoi. C'est le genre de type à se lever un dimanche matin et prendre le fer à gaufre de sa femme pour le démonter et en faire une chaussure
voiture. Mais cette partie de l'histoire est très importante, mais on va y revenir juste après. Parce que ce Farrago va devenir tout simplement l'objet le plus important de l'histoire du sport. Et ensemble, ils commencent à vendre leur Tiger. Évidemment, pas dans des boutiques, mais plutôt dans le coffre d'une voiture, sur les bords de pistes d'athlétisme universitaire, en allant directement voir les coachs et les athlètes. C'est artisanal, c'est assez précaire, mais ça commence à marcher. Sauf que Phil a un problème majeur, un problème tel que ça l'empêche même de dormir. Il a compris une vérité fondamentale sur sa propre situation. Tant que Blue Ribbon Sport dépend toujours d'Onitsuka Tiger, il ne sera jamais maître de son propre destin. Si Onitsuka décide dès demain de changer de distributeur, ou d'entrer simplement sur le marché américain, bah ce sera terminé pour lui. Alors Phil commence à préparer une sortie. Pendant qu'il continue à sourire aux dirigeants de Tiger, pendant qu'il bénéficie encore de leur marque, de leur influence, de leurs produits et de leur réputation. Et c'est à partir des années 60 que Phil va discrètement négocier avec d'autres fabricants pour créer ses propres produits. Parce que le petit Philou, il est pas bête. Il veut faire ça pour créer sa propre marque, ses propres produits. Il va visiter des usines, il va fabriquer des nouveaux designs, il va littéralement construire une alternative dans le dos de son partenaire. Donc en gros, imagine le truc. Tu construis littéralement une entreprise avec un partenaire solide et viable. En plus, la relation fonctionne. Il y a de la confiance, il y a du respect. Et en parallèle, tu prépares une marque concurrente dans son dos. Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de la stratégie? Ou peut-être même les deux? En tout cas, perso, je trouve ça vachement dégueulasse. Mais bon, revenons aux bases. Parce qu'en 71, Onitsuka Tiger découvre la manigance. Et décide littéralement de couper tous les ponts. Bah oui, logique. Et malheureusement, en coupant les ponts, l'histoire va retenir un seul truc, c'est que Onitsuka Tiger a trahi Phil, et pas l'inverse. Le problème, c'est Onitsuka cherchait effectivement des nouveaux distributeurs, ce qui a violé leur accord d'exclusivité. Et ouais, pas con le Phil. Mais c'est un peu comme dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre si ton château de cartes s'est effondré, alors que toi t'es en train de lui retirer la moitié des cartes du bas en même temps. Donc en vrai, les deux parties se trahissent. Nike est né de ça, d'un double bluff, d'une guerre commerciale où deux entités avaient cessé de se faire confiance. Et le pire, c'est que la bataille entre les deux a duré des années. Et le petit Phil obtient un gain de cause sur la partie essentielle. Mais en vérité, ça lui importe très peu cette histoire-là. Parce qu'il a déjà une marque, il a déjà un nom, un logo et une nouvelle direction. Dans son autobiographie publiée en 2016, et d'ailleurs, elle est vraiment bien écrite, je te la recommande fortement. Si t'es un peu passionné de business, développement, etc., il y a quand même des petites pépites. Donc voilà, ça c'est gratuit. Ce qui va être surprenant, c'est que Phil va parler de cette partie-là dans son livre avec une transparence mémorable. Il admet la complexité de ses actions. Il prétend même qu'il a pas eu la main propre, mais il va justifier ça en disant que à ce niveau-là, le business c'est une guerre. Et que dans la guerre, les règles normales ne s'appliquent pas. Et retiens bien cette philosophie parce qu'on va un peu la retrouver partout. Et d'ailleurs, petit aparté, le nom Nike, tu sais d'où ça vient? Eh ben je vais te le dire, ça vient d'un rêve. Jeff Johnson, c'est le premier employé de Blue Ribbon Sport. Il se réveille un matin avec un seul nom en tête, Nike, la déesse grecque de la victoire. Il appelle directement Phil, mais Phil, lui, n'est absolument pas d'accord avec ça. Il trouve que c'est un nom pitoyable qui veut rien dire. Lui, il va proposer un autre nom, Dimension 6. T'imagines? Nike a failli s'appeler Dimension 6. Genre sur tes chaussures là, ou même sur un gros t-shirt, t'aurais Dimension 6. C'est improbable. Y a aucune vraie définition derrière, y a rien qui tient la route. Comme Noël, je m'en fous. Pas que je m'en fous. Et je te rassure, personne d'autre dans la boîte n'a aimé l'idée. Et c'est grâce à ça que le nom Nike s'est imposé. Maintenant, on va parler du logo, cette virgule. Mais d'où elle vient? Et c'est là qu'on va arriver à l'histoire la plus folle de cette aventure. Parce que si je te dis $35, tu vas me dire, $35 pourquoi? $35, c'est le prix que Nike a payé pour ce logo. Un logo que tu vois partout, que tu reconnais partout, a été payé $35. Ça a été fait par une étudiante, Caroline Davidson, qui étudie en design graphique à l'université de Portland en 71. Et elle fait des petits boulots d'étudiante pour $2 de l'heure. Et c'est à force de faire ces petits boulots que Phil va lui demander la conception d'un nouveau logo. Quelque chose qui évoque le mouvement, la vitesse et l'énergie. Du coup, elle va s'y mettre tout de suite. Elle travaille, elle va présenter plusieurs options à l'équipe et contre toute attente, c'est un échec. Personne n'a vraiment la vision des choses. L'ambiance n'est pas vraiment dans l'enthousiasme. Et Phil va dire, et cette phrase est documentée, vous pouvez la retrouver, je l'aime pas particulièrement, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Donc cette virgule, à l'époque, fera l'affaire pour l'instant. Pour le logo qui va devenir l'un des actifs les plus précieux de l'histoire du capitalisme mondial. Caroline est payée $35 pour ses 17h30 de travail. Elle cède tous les droits, 0 royalties, 0% sur les prochaines ventes, absolument rien. Est-ce que toi, t'aurais fait pareil que Phil Knight? La réponse est évidemment non. Mais Phil ne savait pas, personne ne savait que ce logo allait valoir des milliards. Dans le monde des affaires, tu ne payes pas pour quelque chose qui va valoir dans le futur. Tu payes pour ce que ça vaut actuellement. C'est logique, mais c'est aussi brutal. Mais en
83, soit 12 ans plus tard, Phil invite Caroline à un déjeuner et va lui remettre une enveloppe et à l'intérieur, un nombre non divulgué d'actions Nike et une réplique exacte de la virgule en diamant. Nike a toujours eu un sens du récit exceptionnel. Nous sommes au début des années 90. Nike est en train de devenir quelque chose d'inédit dans le monde du sport. Les Air Jordan ont explosé toutes les ventes. Michael Jordan est la star la plus bankable du monde. Et Just Do It vient d'être lancé. Mais on va y revenir dans 5 minutes parce que cette histoire-là est digne d'un film d'horreur. Mais dans les années 90, tout va bien pour Nike. Peut-être trop bien d'ailleurs. C'est à ce même moment qu'un journaliste décide de poser une fameuse question. Ouais les gars, vous fabriquez où vos chaussures en fait? Et d'ailleurs, dans quelles conditions? If 12-year-olds are working in these factories, that's okay with you? Not 12-year-olds working in the factory. Oh. The minimum age is 14. Well, how about 14 then? Well, doesn't that bother you? No. I got a little gift for you because I always come bearing gifts whenever I get to meet a CEO, which I'll tell you isn't that Then you don't often. have to take too many gifts. All right. No. This is a good one. You'll like this one. I've got here 2 tickets, one in my name and one in your name, for you and I to go to Indonesia together. All right, and you show me those factories. You explain this to me, right? I'll show you what's going on Sunday. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but... They're transferable. I can change it to another day. No, I'll tell you. Seriously, look at this. Michael Moore, I got it right here in your name here. And No, Phil Knight, look at this. You and me on Singapore Airlines. I'm not It's a good airline. That's a great airline. Here, sit back down. We got to All right. negotiate this deal. All right. Now, have you been there? I've never been to Indonesia. You've got to go. Une simple question qui a remis tout en cause. Et pour comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre comment Nike fonctionne. Nike ne fabrique rien. Pas une seule chaussure Nike a été fabriquée dans une usine qui appartient à Nike. La marque, elle va externaliser tout à des sous-traitants. Principalement en Indonésie, au Vietnam, au Bangladesh et surtout en Chine. Le modèle, il est simple. Tu designes le produit, tu gères la marque, tu contrôles la distribution. Quelqu'un d'autre va fabriquer dans un pays où la main-d'œuvre coûte une fraction de ce qu'elle coûte en Europe. Et les marques sont extraordinaires. Et les questions éthiques, potentiellement aussi. En 91, Jeff, un activiste américain, va publier un rapport sur les conditions de travail des fabricants pour Nike. Et je te le donne en mille, les chiffres sont réellement durs à entendre. Les ouvriers sont majoritairement des femmes, souvent même des adolescentes, travaillant entre 10 et 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Et le pire dans tout ça, c'est que leur salaire est de $1,03. Donc pour fabriquer des chaussures vendues entre 80 et $350 aux États-Unis. Mais attends 2 secondes, je vais te faire le calcul parce que c'est quand même globalement important. Gagne sur toute sa journée de travail environ 1% du prix de vente final. 1%. Jeff va aussi documenter des heures supplémentaires non payées. Donc en réalité, on dépasse même plus de 12 heures par jour. Des interdictions de syndicats, des conditions d'hygiène même catastrophiques, des méthodes de management qui vont même qualifier de dictature. Ce rapport fait pas la une de tous les journaux en 91. L'internet grand public n'existe pas encore. L'info circule lentement, mais elle circule. En 92, un journaliste du magazine Harper's qui commence à toucher le grand public américain. Il va alors comparer 2 chiffres. D'un côté, le salaire annuel d'un ouvrier Nike en Indonésie, $120 par an. Et de l'autre, ce que Michael Jordan gagne en contrat d'endorsement avec Nike. Plus de $20 millions. Donc il met ça dans la balance. 20 millions contre $120. Et quel effet ça fait quand on dit ce ratio à haute voix? Bah il y a une grande différence. Parce qu'en plus, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a ceux qui disent que ça va être complètement injuste, ceux qui disent que c'est le prix du marché, d'autres qui expliquent que c'est normal parce que Michael Jordan est un grand sportif, ceux aussi qui disent que sans Nike, ils auraient pas de boulot. Mais on va y revenir, promis. Parce qu'en 86, Life Magazine va publier une photo qui va faire le tour du monde. Un enfant de 12 ans, au Pakistan, en train de coudre un ballon. Et sur ce ballon, il y avait le signe Nike. Mais ce qui est déroutant, c'est que l'enfant a l'air concentré. Il n'est pas du tout en détresse, il est en train de travailler simplement. Et c'est précisément pour ça que la photo devient dérangeante. Parce que l'image ne va pas montrer un enfant qui est en détresse, mais un enfant qui a l'habitude. Et malheureusement, c'est pas un accident un peu isolé. Il y en a plein d'autres comme ça. C'est systémique et c'est structurel. Maintenant, est-ce que Nike savait tout ça? Tu vas t'en douter, je pense que oui. Honnêtement, Nike devrait savoir. Pas nécessairement dans chaque usine, mais bon, quand tu regardes les coûts de production par rapport à ce qu'ils gagnent, tu t'en doutes qu'il y a d'office une main d'œuvre à moindre coût derrière, c'est juste logique. Parce que quand tu payes un sous-traitant au centime près, bah tu devrais savoir. Maintenant, comment Nike a répondu à tout ça? La phase numéro 1, le déni. Ils ont tout nié. Aujourd'hui, je vais enfin vous donner l'occasion, à vous journalistes, d'admirer le grand Satan en personne. Nous n'avons pas de mauvaises conditions de travail dans nos usines et nous n'en
n'en avons jamais eu. Le petit filou maintient pendant des années une position d'une simplicité désarmante. Nike ne fabrique pas ses produits, Nike sous-traite à des usines indépendantes. Donc la responsabilité leur appartient. Et légalement, c'est vraiment solide. Mais bon, ça reste dégueulasse en sachant que des enfants qui meurent de faim sont obligés de faire ce genre de boulot en travaillant pendant limite 14 heures par jour, 6 jours sur 7 pour $1. Mais bon, heureusement, la pression commence à monter. Les universités commencent à entendre parler de ces histoires et commencent à boycotter Nike. Des articles qui tournent partout, des émissions de télé qui en parlent partout. Et en 97, une organisation militante publie ce que l'on appellera le Nike Memo, un documentaire interne dans lequel un cabinet d'audit conclut que des ouvriers dans une usine au Vietnam sont exposés à des produits chimiques cancérigènes bien au-dessus des normes légales, que certains souffrent de maladies respiratoires, que les conditions sont inacceptables, et ce document n'était pas censé sortir, mais il sort quand même. Et en 98, Phil monte sur scène à Washington, devant une audience de journalistes et de représentants d'ONG, et là il fait un truc complètement what the fuck, alors que tout le monde est sur son dos, ben il avoue tout. Il arrête de nier, il déballe tout. Mais bien sûr, à sa façon. Il reconnaît que dans certaines usines, c'est inacceptable, et il annonce en plus de ça des réformes assez concrètes. Âge minimum, 18 ans. Adoption des normes de qualité de l'air américaines dans toutes les usines. Des audits indépendantes, et même des clarifications sur des ONG. Le discours est calibré, les engagements sont réels, et c'est à ce moment-là que Nike parvient à faire un coup encore plus magistral. Parce que c'est à ce jour près qu'ils obtiennent le contrôle du récit. En gros, le contrôle de l'histoire. Parce que plutôt d'être la marque qu'on va accuser, Nike devient la marque qui a pris conscience et qui est là pour évoluer. C'est extrêmement brillant à l'époque, mais c'est aussi insuffisant. Parce que pendant les rapports qui ont été publiés en 2000, de nombreux documents contiennent des violations, des heures supplémentaires imposées, des salaires insuffisants, des grosses représailles si tu comptes créer un syndicat. Et en 2017, une enquête sur les usines en Éthiopie, là où Nike s'est implanté parce que le coût de main d'œuvre est encore plus faible qu'en Asie, à un tel point qu'on paye des ouvriers $26 le mois, alors que pendant ce temps, des chaussures se vendent encore à 90 € en boutique. Donc la virgule que tu vois sur ta chaussure, c'est les résultats visibles d'une chaîne. Et l'autre bout de cette chaîne se trouve dans une usine au fond du monde, où quelqu'un a conçu cette chaussure pour un salaire qui lui permettrait pas de la porter. Mais maintenant qu'on a compris le mécanisme de cet empire, on va revenir sur certaines décisions. On va commencer par ce fameux slogan, Just do it. Do it! Just do it! 3 mots lancés en 88. Et toujours là en 2026. Gravés dans la culture mondiale aussi profondément que I Have a Dream, Dan, cofondateur de l'agence Kennedy, et en réunion créative avec son équipe, il cherche quelque chose d'universel. Une phrase qui parle à tout le monde. Pas seulement aux athlètes, pas seulement aux élites. Aussi à la femme de 40 ans, mère de 2 enfants, qui veut se remettre à courir. Au petit garçon qui rêve de basket. Et dans la tête de Dan résonne une phrase. Une phrase qu'il avait lue dans les journaux quelques années avant. En 77, un homme qui se nomme Gary est condamné à mort dans l'Utah pour le meurtre de 2 personnes. C'est le premier condamné exécuté aux États-Unis depuis qu'ils ont remis la peine de mort. Cette affaire, elle fait le tour des États-Unis. Et juste avant que Gary rende son dernier souffle, on lui demande s'il a une dernière phrase à dire. Et il répond « Let's do it », qui veut littéralement dire « faisons-le ». Et Dan, lui, il va transformer cette phrase en « Just do it ». Et il le dit lui-même au grand public, il y a des preuves partout. Donc tu te rends compte que le slogan le plus connu au monde, que t'entends partout, vient d'un condamné à mort pour meurtre. Et Nike est bien sûr au courant de cette histoire. Et Nike aussi s'en fout complètement. Parce que Just do it fonctionne précisément parce qu'il y a quelque chose de radical, presque obscène, qui rentre dans la tête des gens. Et dans sa violence rhétorique, c'est pas « essaye »,« fais de ton mieux »,« crois en toi », c'est littéralement une injonction absolue. Un commandement sans nuance, fais-le, c'est tout. Et quelque part, dans l'ADN de cette phrase, on peut ressentir la résolution d'un homme qui sait que sa prochaine seconde est la dernière. C'est sombre, c'est puissant, et ça a vendu énormément. Bon, maintenant on va parler de Michael Jordan, et d'une phrase qu'il a prononcée ou qu'on lui a répétée, qui reste l'une des phrases les plus controversées de l'histoire de l'Amérique, en sport bien sûr. En 90, Caroline du Nord, sénateur républicain, ouvertement raciste, et en campagne pour sa réélection. Son adversaire, Harvey, homme noir, candidat démocrate progressiste. Plusieurs personnalités afro-américaines prennent position, et on demande à Michael Jordan, à ce moment-là l'athlète noir le plus connu de l'histoire, le symbole de toute une génération, s'il soutient Harvey. Et sa réponse là-dedans, qui a été rapportée par plusieurs de ses proches, les républicains achètent aussi des chaussures. Michael Jordan a toujours nié avoir dit ces mots, mais il n'a absolument pas nié le raisonnement. Et ce raisonnement dit quelque chose d'assez essentiel sur ce que Nike a fait à Michael Jordan, ou ce que Jordan a accepté pour Nike. Ça, c'est chacun son avis. Nike n'a pas assigné Michael Jordan comme athlète, enfin ainsi au départ. Mais très rapidement, Nike a transformé Michael Jordan comme une icône, même encore plus qu'une icône, en marque. Parce que si je te parle de Air Jordan,
C'est littéralement une paire de Nike qui a rapporté plus de 5 milliards de dollars par an. Les Jordan, tu peux les voir partout, portés même par des collectionneurs qui ont jamais regardé un match de basket. Et les modèles les plus rares peuvent dépasser plus de 10 000 €. Et quant à ce statut-là chez quelqu'un, une marque ne peut absolument pas avoir un statut politique. Une marque doit être achetable par tout le monde. Et c'est cette logique qui a transformé un homme en produit, à un coût que les bilans financiers ne mesurent pas. Et le coup, c'est que Harvey a perdu l'élection face à Jesse. Et est-ce que l'influence de Jordan aurait fait bouger les choses? Absolument pas. Mais la question, elle reste quand même là. Peut-on être la voix d'une génération et de choisir de pas s'en servir parce que ça pourrait influencer les ventes? Et puis il y a Colin Kaepernick. En 2016, le quarterback de la NFL commence à s'agenouiller dans l'hymne national américaine et fait un geste pour protester contre les violences des policiers vers les Afro-Américains. Ce geste déclenche une tempête politique nationale. La moitié du pays le soutient, l'autre moitié brûle carrément ses maillots, et le bon vieux Trump l'attaque personnellement. Love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Et la NFL va encore plus loin dans tout ça. Il le blacklist discrètement. Et en 2017, sans équipe, sa carrière s'arrête. Et Nike, derrière tout ça, observe en silence. Et tu t'en doutes, en 2018, Nike fait quelque chose que personne n'attendait. Elle place le visage de Kaepernick en pleine page dans le New York Times, en gros plan, sobre, avec cette phrase « Crois en quelque chose, même si ça signifie tout sacrifier ». Et la réaction est immédiate. Encore un coup de génie marketing. Mais au début, c'est la catastrophe pour Nike. Tous les Américains commencent à se filmer en train de brûler des chaussures. Ça lance des hashtags dans tous les sens, boycotter Nike. L'action chute même de 3% dès le lendemain. Puis, comme par magie, elle remonte. Et d'un coup, elle atteint son plus haut point historique. En un seul mois, Nike a généré plus de 6 milliards de dollars en pub gratuite. Toutes les ventes commencent à bondir de 31%. La marque est présentée comme la marque la plus courageuse, engagée et prête à prendre tous les risques pour défendre leurs convictions. Alors, voilà la vraie question. Est-ce que Nike a soutenu Kaepernick pour sa conviction ou juste pour les intérêts qui ont été calculés à l'avance? Et honnêtement, dans cette histoire, on peut pas savoir réellement. C'est peut-être même les deux à la fois. Peut-être que le cynisme et les convictions sont pas obligatoirement séparables. Mais voilà ce qu'on a appris avec certitude. Quand Nike signe la campagne de Kaepernick, elle continue à produire des chaussures dans des usines où les ouvriers n'ont même pas le droit de protester leurs droits. Et c'est là que ça crée un parallèle. Une entreprise qui est prête à tout sacrifier pour leurs convictions paye des salaires de misère à des ouvriers qui ont eux pas les mêmes possibilités de prestations. Et c'est ça le vertige de Nike. Et on arrive au moment où la conclusion pourrait être assez simple. Nike est mauvais, Nike est hypocrite, Nike exploite, manipule, récupère et même boycotter Nike. Mais perso, je vais pas faire ça parce que ça serait intellectuellement malhonnête de ma part. Et aussi parce que la réalité est beaucoup plus intéressante. Il y a un terme dans le marketing qu'on appelle le social washing. Pour résumer, c'est la tendance des grandes marques à s'approprier des causes sociales pour les transformer en espèce de branding marketing. Et Nike en est l'exemple le plus sophistiqué au monde. Mais l'accusation facile, elle est peut-être beaucoup trop simple. Mais il y a un passage que peu de gens citent mais qui me semble central pour comprendre l'homme et l'entreprise qu'il a créé. Phil décrit sa vision de Nike non pas comme une entreprise mais comme une cause. Il parle de ses premières années avec une ferveur qui ressemble à celle d'un missionnaire, que ce qu'il faisait était important, pas seulement commercial, humainement, rendre accessible à tous les chaussures. En plus, qui améliore les performances physiques. Et en gros, démocratiser le sport de haut niveau. Et honnêtement, c'est vraiment une belle cause. Et elle était sincère, mais du moins au début. Parce que Nike a commencé comme une cause. Mais elle s'est transformée en une espèce de machine. Et comme toute grande machine, elle a développé sa propre logique, qui obéit plus aux intentions de base, mais qui obéit pour sa propre survie. Mais ce qui est fascinant avec Nike, c'est qu'elle a toujours transformé ses crises en carburant. Le scandale des sweatshops aurait pu tuer la marque. Mais au lieu de ça, ça a forcé Nike à développer une expertise en communication, qui est d'ailleurs maintenant étudiée dans les plus grosses business schools. Parce que la controverse de Kaepernick aurait pu littéralement diviser les foules en deux, et éliminer une partie potentielle de clients. Mais au lieu de ça, elle a galvanisé une génération entière. Et chaque scandale devient un chapitre. Chaque crise, une opportunité pour réécrire. Et c'est là que Nike montre sa vraie nature. Nike, c'est tout simplement une entreprise de storytelling, qui utilise des chaussures comme support. Mais Nike n'a pas inventé les sweatshops. Nike n'a pas créé le système économique mondial dans lequel les inégalités de salaire entre pays permettent ce type d'abritage. Parce qu'en soi, il n'y a pas que Nike, hein. Il y a Adidas, il y a H&M, il y a toutes les grandes surfaces qu'on connaît qui font pareil. Mais Nike le fait avec une efficacité qu'on peut pas enlever, ils sont plus forts. Je suis plus fort, je suis plus malin.
Je suis meilleur. Et si Nike fermait toutes ses usines dès demain, qu'est-ce qui se passerait? Bah, il serait pas mieux payé, il serait au chômage. Et je suis pas sûr que dans ce genre de pays, le chômage existe. Parce qu'en soi, le problème, c'est pas Nike. Le problème, il est structurel. Il est dans la structure même du commerce mondial. Et c'est pas une absolution, c'est juste un constat. Et ce constat, il mène à une question que moi, j'ai vraiment envie de poser. Quand on boycotte Nike pour ses pratiques en usine, est-ce qu'on s'attaque réellement au problème? Ou alors on se donne juste bonne conscience à moindre coût? En faisant porter à une seule marque la responsabilité d'un système entier. Parce qu'en réalité, quand tu penses vraiment, Nike c'est juste un miroir. Quand tu regardes Nike, tu peux pas comprendre pourquoi cette marque est aussi admirée malgré toutes les horreurs qu'elle a pu faire. Tu te poses en réalité une question sur toi-même. On veut des produits de haute qualité à des prix accessibles. Mais on ne veut pas payer les vraies conséquences humaines de cette équation. On veut que nous, nos vêtements, apportent de la valeur. Mais on n'est pas toujours prêt à payer le premium que ces valeurs coûteraient vraiment si elles étaient appliquées jusqu'au bout. On veut être ému par un athlète qui va s'agenouiller pour les opprimer. Mais on préfère ne pas penser au Vietnamien qui a construit les chaussures que cet athlète porte. Nike n'a pas créé ces contradictions. Nike les a juste monétisées avec un talent extraordinaire. Donc la prochaine fois que tu vas rentrer dans une boutique Nike, la prochaine fois que tu prends une paire dans tes mains et que tu vois cette virgule, pense à Caroline Davidson pour ses $35. Pense à cette ouvrière d'usine que tu vas jamais connaître. Pense à Gary qui s'est fait exécuter pour meurtre. Pense à Copernic qui a dû s'agenouiller et contester contre les violences policières. Et pense à Phil qui s'est présenté dans des bureaux avec juste une paire de baloches et rien d'autre. Et puis, pense à ça. Malgré tout ça, malgré les usines, malgré les $35, malgré les doubles jeux et les calculs froids, Nike a quand même changé quelque chose dans le monde. On peut pas leur enlever, les chaussures ont évolué grâce à eux. Les technologies sportives ont évolué. Des millions d'athlètes à tout niveau ont couru plus vite. Et Bowerman, avec son gaufrier, a réellement changé les choses. Il a littéralement changé la biomécanique de la course. C'est pas rien quand même. Et ce slogan Just Do It, peu importe son origine trouble, ça a réellement aidé des gens à se surpasser. Ça a aidé des gens à perdre du poids. Ça a aidé d'autres athlètes à se surpasser. Ça a aidé des millions de personnes. Et malgré tout ça, c'est pas rien. C'est une belle histoire ou une machine à profit sans scrupules. Un système d'inspiration ou un système d'exploitation sophistiqué. Une force positive ou la manipulation la plus rentable de l'histoire. Bah en réalité, c'est les deux tout en même temps et sans exception. Et c'est précisément pour ça que Nike est l'entreprise la plus fascinante de notre époque. Parce qu'elle ne parle pas seulement de sport, elle parle aussi de nous, de nos contradictions, de ce qu'on choisit de voir et aussi de ce qu'on choisit d'ignorer. Maintenant, j'ai posé la dernière question. J'aimerais vraiment qu'après cette vidéo, tu réfléchisses. Si dès demain, Nike augmente de 30% les salaires des ouvriers, de garantir des conditions de travail, de vraiment produire de manière éthique jusqu'au bout, mais que pour financer tout ça, le prix des chaussures augmenterait de 30%. Est-ce que tu serais toujours prêt à payer cette somme? Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que Nike pourrait changer, mais est-ce que toi, t'es prêt à payer pour que ça change? Et je vais finir avec ça, la virgule de Nike. En typographie, la virgule, ça veut dire que ce n'est pas la fin de la phrase. Elle marque juste une pause. Et elle dit, il y a quelque chose encore après. Et il y a toujours quelque chose après avec Nike. Et la question, c'est est-ce que tu veux vraiment savoir quoi?